Bonjour, je range mon bureau, numéro 115. C'est la première vidéo de 2025, qui normalement devrait être une année un peu spéciale pour mon travail, puisque je vais bénéficier d'un congé sabbatique du 1er février au 31 août. J'ai 6 mois pour travailler quasiment exclusivement. Je vais évidemment un peu me disperser, puis j'ai déjà d'autres petits trucs prévus pour le boulot avec l'université. Mais enfin, je vais quasiment exclusivement travailler sur un gros projet, qui est mon nouveau projet, auquel j'ai déjà fait quelques allusions. Ce n'est pas le lieu, ce n'est pas le sujet de cette vidéo, et ce n'est pas dans les vidéos Je range mon bureau que je suis appelé à parler de ce projet. Je souhaite à toutes les personnes qui regardent ces vidéos une excellente année 2025. La dernière vidéo remonte à un mois et demi, le 18 novembre. J'ai vérifié pour savoir quel numéro d'ordre annoncer, donc aujourd'hui c'est bien la 115. Et j'ai vérifié elle avait été visionnée, cette dernière vidéo, d'il y a un mois et demi, environ 350 à 400 fois, je ne sais plus très bien, 350 fois je crois, liké 12 fois. Bon, ça, voilà, il y a des gens qui regardent ces vidéos et vraiment, ma gratitude est immense. Et j'espère que vous piochez quelques idées par-ci par-là, quelques idées de lecture, puis quelques pistes de réflexion aussi. Je l'espère. Alors je nous souhaite à toutes et tous une excellente année 2025, même si le contexte est absolument terrible, avec encore des mesures extraordinairement antisociales, de destruction des acquis sociaux annoncées. Là, avec la nouvelle année, l'obligation pour les personnes au RSA de travailler gratuitement, en fait, va en fait détruire la totalité du tissu salarial, puisque évidemment ça va aggraver le chômage, ça va réduire encore le niveau des rémunérations, ça va mettre encore plus de pression sur les employés, les salariés les plus précaires pour qu'ils ne démissionnent pas. Enfin, c'est absolument catastrophique, et ça n'est malheureusement en plus qu'une des mesures absolument désastreuses de destruction des classes populaires et des classes moyennes, de ces gouvernements qui se succèdent et qui s'accrochent au pouvoir de manière à la fois illégitime et tragique en fait. Bon. Et puis évidemment la situation générale mondiale entre le changement climatique et l'inaction climatique de la plupart des gouvernements d'obédience capitaliste, il faut bien le dire, d'une part, et puis évidemment la fascisation qui est complètement liée à ça. Tout ça fait que on se souhaite une bonne année, mais c'est année après année, c'est de plus en plus dur d'y croire en fait. Bon, je vous souhaite quand même une bonne année, au moins sur le plan personnel et professionnel, même si la situation générale n'est pas très rigolote. Alors j'ai une vingtaine de livres à chroniquer, dont certains s'accumulent depuis longtemps, et moins, enfin, plus j'attends pour en parler, moins je suis en forme pour en parler, plus ils sont loin, plus c'est difficile. Mais bon, donc j'ai fait une petite sélection, je ne vais pas parler des 23 ou 24 aujourd'hui, et je vais faire un espèce de mélange de textes que j'ai lus il y a déjà un petit moment et de textes lus plus récemment, voire très récemment, et ça devrait me permettre de tenir le coup, et puis quand je me sentirai trop fatigué, j'arrêterai de parler tout simplement. Alors j'ai lu il y a déjà pas loin d'un an cette magnifique traduction de Dubravka Ugresic, Baba Yaga a pondu un œuf, traduction de Chloé Billon. J'avais l'impression d'en avoir parlé en vidéo, mais je sais aussi que parfois il y a eu des bugs sur certaines vidéos, la fin n'est pas passée, tout ça, etc. Bon, je ne sais pas trop. Bref, en tout cas, c'est peut-être un rappel, mais après tout, pourquoi pas. J'ai le droit d'oublier les choses, ou et puis du coup, de bégayer ou de me répéter. Dubravka Ugresic, c'est une romancière croate. Elle a été plusieurs fois mentionnée, son nom est revenu plusieurs fois pour parler du Nobel il y a quelques années, puis elle est morte, et sa traductrice, Chloé Billon, a obtenu le Grand Prix de traduction de la ville d'Arles lors des assises de la traduction en 2023, et c'est à cette occasion-là que je me suis dit, non, il faut quand même vraiment, c'était pour ce livre-là, il faut vraiment que je lise ce livre, que je voyais passer depuis quelques temps, que j'avais vu mentionner déjà plusieurs fois. Il est sorti en 2021 en traduction française chez Christian Bourgois. Donc là, c'est l'édition de poche en Bourgois titre
Alors, le roman, il est difficile à raconter, déjà parce que ça fait presque un an que je l'ai lu. Et puis, grosso modo, il faut savoir qu'en fait, c'est un roman autour de trois femmes oui, des femmes puissantes, si je veux utiliser le titre de Marine Gaye, qui est en train de devenir un cliché. Donc, voilà, je le fais à moitié convaincu quand même. Trois femmes puissantes, mais surtout trois femmes assez âgées déjà. C'est un roman autour de la vieillesse, du vieillissement, et qui met en fait en scène des femmes qui vont permettre de réécrire les mythes orientaux. Je fais exprès d'utiliser l'adjectif, parce qu'on ne s'attend peut-être pas à ce que je vais dire, c'est-à-dire en fait Europe de l'Est, Russie, des sorcières. Et donc autour de Baba Yaga, donc là, une figure de sorcière particulièrement identifiable. Donc autour de ces figures de Baba Yaga, la quatrième de couverture parle du mythe slave de Baba Yaga, une sorcière mangeuse d'enfants. Et le roman, en fait, en propose évidemment un approfondissement féministe, bien sûr, mais qui permet aussi de réintégrer un très grand nombre en fait d'histoires séculaires dans un regard nouveau en fait sur la vieillesse et sur la vieillesse des femmes. Alors c'est souvent très drôle et c'est aussi très érudit, c'est-à-dire qu'il y a des pages et des pages et des pages aussi de réécriture de mythes ou de présentation de mythes. Et même quand c'est comme ça, ça reste un roman tout à fait passionnant. Mais voilà, il faut savoir que c'est un roman très intellectuel par certains côtés. Alors il y a des passages entiers qui sont comme presque comme des articles d'anthropologie ou des articles d'encyclopédie. Vers la fin, je vois, il y a les oiseaux, l'œuf, qu'est-ce qu'on a le balai, les ordures. Donc on a des notes, comme des sortes de notes de bas de page qui sont très longues, comme des reprises anthropologique. Ça c'est la troisième partie en fait, donc, et la troisième partie qui en fait vient réécrire ou commenter l'ensemble des deux premières parties et de ce qui est un petit peu plus traditionnellement un roman sous l'angle effectivement de l'ethnologie ou de l'anthropologie. Donc c'est très, c'est très déroutant comme texte à de nombreux égards, mais c'est super intéressant. Moi j'ai trouvé ça très, très beau et j'ai pas du tout regretté de l'avoir lu. Alors j'aurais voulu lire un passage un peu narratif quand même, et en fait je me rends compte que toutes les pages que j'ai marquées sont des pages qui parlent de peinture, qui parlent d'ethnologie, qui parlent d'anthropologie, donc c'est finalement ce qui m'a intéressé le plus dans le livre. Bon, peut-être un petit peu fastidieux à lire, je suis assez fatigué, donc je ne vais pas me lancer là-dedans, mais voilà, Dubravka Ogresic, Baba Yaga a pondu un œuf, traduction de Chloé Billon, publié chez Bourgois en 2021. Et on continue avec un autre livre que j'ai lu avant l'été, donc ça commence à remonter à un moment déjà. Le dernier livre paru en français d'un de mes écrivains préférés, Antonio Lobo Antunes, traduit du portugais par Dominique Nedelec, qui traduit les textes de Lobo Antunes depuis déjà un petit moment. Lobo Antunes a eu plusieurs traducteurs et traductrices au fur et à mesure de sa carrière. Et là, ça fait quelques ouvrages désormais qui sont traduits par Dominique Nedelec. Alors l'histoire, comme d'habitude, assez difficile à raconter, mais grosso modo, il s'agit d'un texte dans lequel Lobo Antunes revient en fait aux insurrections anticoloniales en Angola, mais vu principalement du point de vue des officiers portugais envoyés en Angola, avec des personnages qui sont des personnages portugais, mais déjà très fortement implantés en Angola ou changés en fait par l'expérience coloniale. Je vais peut-être lire la quatrième de couverture. Je l'ai lu quand il est sorti. Il est sorti en avril 2024. Voilà. Donc je l'ai lu vraiment quand il est sorti. Dans la Baixada do Cassange, une région du nord de l'Angola, une révolte éclate en 1961 parmi les travailleurs noirs, excédés par les conditions iniques que leur impose la Cotonang, compagnie luso-belge exploitant la main-d'œuvre locale pour la production de coton. Cette insurrection, qui constitue l'une des premières étapes de la lutte pour l'indépendance de l'Angola, est violemment réprimée lorsque le pouvoir colonial portugais envoie son armée et son aviation pour y mettre fin. Trois personnages prennent tour à tour la parole, rattrapés par leurs souvenirs et leurs obsessions. La fille d'un planteur, réfugiée dans une métropole dont elle ignore tout, se remémore sa vie dans la propriété familiale. Un ancien chef de district, modeste fonctionnaire colonial qui s'est choisi pour femme une Angolaise albinos, dépérit à Namibe, entre océan et désert, après avoir dû fuir la région entrée en sédition.
un colonel de l'armée portugaise à la retraite impliqué dans les opérations militaires visant à mater la révolte se rappelle ses années de service en Angola. Alors ce qui est assez frappant pour moi, c'est que ce roman, qui est donc un des tout derniers de Lobo Antunes, donc traduction parue en 2024, le roman est de 2019, donc L'autre rive de la mer, je ne sais même pas si j'ai dit le titre, en portugais, à outre margem do mar, portugais non garanti, prononciation portugaise non garantie, même si j'essaie. Il se court-circuite un petit peu pour moi avec une lecture que j'ai faite aussi et dont j'ai parlé dans une vidéo numéro je ne sais pas combien, c'était cet été ou à la fin de l'été, qui est le volume de la correspondance de guerre de Lobo Antunes quand il était en Angola, au début des années 70, les lettres qu'il a écrites à sa femme. Et c'est assez intéressant parce qu'en fait, on voit que tous les romans angolais de Lobo Antunes se nourrissent évidemment de son expérience de médecin militaire au service du pouvoir colonial et guerrier, de répression des luttes d'indépendance. Et donc forcément, tout ça s'entrecroise ou s'entrelace, évidemment. Comme je veux vous lire quand même des extraits du roman pour les personnes qui ne connaîtraient pas encore Lobo Antunes, il faut lire Lobo Antunes. Je n'ai même pas envie de vous dire commencez par celui-ci ou commencez par celui-là. Feuilletez, regardez, allez vers l'histoire qui vous intéresse. Tous les Lobo Antunes sont géniaux de toute façon. Page 272. C'est très difficile de couper la lecture de Lobo Antunes parce que c'est à chaque fois des chapitres de 15 à 20 pages qui sont des sortes de monologues intérieurs avec des espèces de reprises lancinantes. C'est vraiment des poèmes dans la construction, pas dans la langue. J'aime pas tellement quand on dit la prose est poétique ou cet écrivain a une écriture poétique, ça veut rien dire. Mais en revanche, il y a une vraie structure qui est une structure de poème. On se rendra compte qu'aucune de nous deux n'existe. Mon père me passant la main dans les cheveux. C'est toi qui as inventé tout ça. J'ai inventé l'Afrique, les plantations en flammes. J'ai inventé ce livre. J'ai inventé les hippotragues trottant sans fin avec leurs narines ouvertes, ces yeux énormes, une bande de léopards tapis dans l'herbe à attendre. Rien de ce que je dis n'est vrai. Je suis vraiment en train de raconter un rêve. Domingas, non pas. Gare au vent, mademoiselle, gare au vent. Domingas me secouant doucement. Réveillez-vous. Et la jeep de mon père rapetissant en direction du portail, ma mère me souriant. « Dans quel monde vis-tu, ma fille ?» Non, ma mère inquiète à mon sujet. « Dans quel monde vis-tu, ma fille ?» Ce qui est complètement différent. Combien de rives à la mer, au bout du compte? Antonio Mariano, tué à Malanche, et les nègres venus du sud reprenant le travail dans le coton. Nous partirons d'ici un jour et nous retournerons en Angola. La terre me manque, les pluies me manquent, le vent tournoyant du Keshimbo me manque. Le propriétaire de la plantation la plus proche à moi, quel âge as-tu, jeune fille? Gros, vieux, quel âge as-tu, jeune fille? Et ma voix, pas moi, 13 ans. Gros, vieux, laid, m'attrapant par le poignet, tandis que Dominguez ne me quittait pas des yeux depuis le bac où elle lavait du linge, mon père remplissant de nouveau son verre. 13 ans, c'est vrai. Le propriétaire de la plantation, cigarette à la bouche, très bien, se tapotant la jambe avec sa cravache, très bien. Pas de femme, pas d'enfant, une maison plus grande que la nôtre, avec plus de manguiers. Je le voyais l'après-midi tout seul sous sa véranda, lui, un pauvre comme nous. Il avait travaillé dans une épicerie à Luanda, puis était venu dans la baie chez de Kessinge comme agent de la Cotonang. La compagnie lui a donné 2 hectares pour se lancer dans la culture. Il a acheté des molos à un chef de district pour les faire travailler, ensuite des bundi bangala, ensuite des djinga. Il a demandé des semences et a agrandi ses parcelles sur les collines. Le sourire qu'il m'a adressé, 13 ans. Et mes parents, pas un mot. Il a posé sa main sur ma nuque. Et mes parents, pas un mot. Il m'a invité à manger avec lui. Et mes parents, pas un mot. Domingas disant « Mademoiselle » en silence, criant « Mademoiselle » en silence, et moi l'entendant en silence également. Il a envoyé sa jeep à lui avec son nègre, à lui également avec un fusil, également « Mademoiselle, me chercher. Aujourd'hui, tu dînes avec moi. » Je continue pas, mais bon, vous voyez ce qui se passe. Alors, j'ai pas fait de trigger warning N-word. J'ai pas voulu dire N-word parce que, bon... Lobo Antunes utilise le N-word en portugais, c'est traduit tel quel pour respecter la nature et la texture littéraire du texte en français, donc ça veut dire qu'effectivement ce sont des textes écrits par un blanc qui utilise le N-word, ce qui pose un très grand nombre de problèmes. Alors l'œuvre de Lobo Antunes, elle est extrêmement ambivalente, elle est anticoloniale au sens où elle montre
sans aucune espèce d'ambiguïté et vraiment en détail toutes les exactions des pouvoirs coloniaux, les exactions du Portugal, l'illégitimité du pouvoir colonial portugais, mais en même temps, elle écrit beaucoup plus du point de vue en fait des colons, qu'ils soient franchement impliqués ou qu'ils soient un peu embarqués, embringués dans la colonisation. Et donc ça veut dire qu'il y a cette ambivalence-là. Et alors on peut le regarder d'un certain côté en se disant que Lobo Antunes ne veut pas tenter de restituer un point de vue qui est celui des Africains colonisés parce qu'ils ne se sentent pas légitimes à le faire et qu'on pourrait lui reprocher de le faire, ou alors parce qu'en fait on est encore dans un texte très eurocentré autour en fait de la perspective des Portugais. Et en fait on ne peut pas sortir de ce dilemme-là. C'est en ça aussi que l'œuvre de Lobo Antunes, elle est rarement étudiée d'un point de vue post-colonial, il me semble, et moi, je n'ai pas les outils pour le faire parce que je ne suis pas légitime à analyser un auteur portugais, ou pas de cette façon-là en tout cas. Mais évidemment, je la lis depuis très longtemps, ça fait bientôt 30 ans que je lis Lobo Antunes. Je ne l'ai pas tout de suite lu comme un grand auteur post-colonial, mais évidemment, plus j'avance bien dans ma connaissance et de son œuvre, et évidemment des théories post-coloniales, plus c'est évident pour moi. Bon, j'aurais aimé lire d'autres extraits, mais sinon je vais passer une demi-heure rien qu'à parler de Lobo Antunes, c'est pas le but. L'autre rive de la mer, traduction de Dominique Nédélec. Et puisqu'on continue dans les textes africains, en l'occurrence, ou qui problématisent les questions africaines et les questions aussi, évidemment, de colonisation, il y a quelque temps, j'avais parlé de ce livre, Cocoayant de Goz, mais il n'y avait pas assez de batterie sur le téléphone, etc., etc. Une malédiction qui ne se produit pas très souvent, heureusement. Et tout ce que j'ai dit de ce livre et la lecture que j'en avais faite est passée à la trappe parce qu'elle n'a pas été enregistrée. J'ai acheté Cocoayant de Goz à la librairie Les Saisons. La librairie Les Saisons, ça fait partie des tristesses un peu de ce début d'année 2025. Elle a fini par fermer définitivement ses portes. C'est une librairie que j'aimais beaucoup, qui aura été en activité un petit peu moins de 5 ans. C'est une librairie cave, voilà, donc, dans laquelle se vendaient uniquement des livres tournant autour de l'alimentation, du vin. Bon. Et voilà, et c'était super. Et c'est une aventure qui s'est terminée fin décembre. C'est un peu triste, c'est même très triste. Donc voilà, donc ça fait partie des livres que j'avais achetés là-bas. Et c'est un texte qui est un texte publié aux éditions L'Arche, et c'est un texte qui est un petit peu ambigu même dans son genre, puisque c'est un texte qui peut se théâtraliser, qu'on imagine très facilement mis en scène, hein, il n'y a pas de problème, pas de difficulté à ça, mais c'est un texte qui peut très bien se lire autrement aussi, donc c'est un texte un peu narratif, poétique, et puis voilà, in fine dramatique certainement. Et c'est un texte, et c'est là où éventuellement ça fait un petit lien avec la lecture que j'ai faite avant, puisque Lobo Antunes parle en fait de la colonisation en insistant sur le fait que les Portugais étaient en Angola, évidemment pour produire des ressources, et notamment pour exploiter le coton, pour exploiter le travail des Africains. C'est ce qu'on appelle les cash crops, les récoltes productives, c'est-à-dire tout ce système par lequel, dans la droite lignée de l'esclavage, les puissances coloniales européennes, Portugal évidemment ici, France dans le cas de Cocoayant, se sont appropriés évidemment les territoires africains en prenant le contrôle politique total de ces territoires-là pour des raisons économiques. Et en fait, Cocoayant de Goz, qui parle d'un pays qui n'existe pas, qui imagine un pays imaginaire, en fait parle évidemment de la Côte d'Ivoire et de la manière dont la Côte d'Ivoire s'est trouvée piégée dans la monoculture du cacao. Dans les derniers paragraphes du préambule, qui s'intitule « Pour commencer », l'explication en fait de tout ce qui suit, et de toute l'histoire, pour le coup décoloniale, c'est un vrai texte décolonial, Cocoayant, c'est-à-dire la déconstruction de la façon dont la France, la puissance coloniale française, a en quelque sorte enfermé, et c'est le cas dans quasiment tous les pays d'Afrique, a enfermé le pays, y compris après son indépendance, dans une monoculture qui le rend en fait non autonome, non indépendant, dépendant en fait de sa propre monoculture. Voilà comment c'est dit.
À côté du sac de cacao, il y avait une étuve dans laquelle séchaient les fèves concassées. Il en a pris une grosse poignée et les a introduites dans un mixeur à pierre, une machine qui fait simplement rouler 2 cailloux sur des grains, comme un moulin médiéval. 2 heures plus tard, j'ai dégusté un des meilleurs chocolats de toute ma vie. On sèche, on chauffe, on écrase, on assaisonne, c'est tout. Les Indiens qui ont inventé le chocolat, ils sont comme nos grands-parents, ils aiment les processus simples. Le succès de ce pays repose sur un malentendu. Nous serions en train de parler d'autre chose si nous étions les premiers producteurs mondiaux de chocolat plutôt que de cacao. Sa dernière phrase, je l'ai prise en pleine tête. Une punchline, littéralement une phrase qui cogne. Mon voyage au pays des cocoayants a commencé là. Alain m'a prêté le nom, je l'ai rempli de mon imaginaire. Évidemment, toute l'idée c'est, en fait, les Ivoiriens maîtrisent la production du produit brut, du cacao, mais ils ne maîtrisent pas le produit fini, ils ne commercialisent pas le produit fini. Et donc, effectivement, ils sont pauvres parce qu'ils sont tout d'abord dépendants d'une monoculture, et ensuite d'une monoculture qui, en soi, n'est pas enrichissante. Et donc tout le texte va travailler sur les luttes coloniales, les meurtres, les exactions commises au nom, évidemment, du cacao, et pour s'assurer le contrôle du cacao. Donc pareil, lors de la vidéo dans laquelle j'en avais parlé et qui n'a pas tourné, etc., je ne reviens pas dessus, je lisais des extraits, j'en parlais plus en détail, mais bon, c'est comme ça. Voilà, petite séance de rattrapage, j'ai fait ce que j'ai pu. Cocoayant, naissance d'une nation au chocolat. C'est le sous-titre de Gauze, aux éditions L'Arche, et ça date, c'est pas un texte, ouais, 2022. Et je continue avec un livre qui est sur ma pile depuis un moment, parce que j'attendais de pouvoir en parler différemment, puis bon, une chose, une autre, il faut avancer. C'est un livre que j'ai acheté parce que j'ai rencontré son auteur lors des rencontres des études africaines en France à Nice, tout début juillet, les REAF. C'est des rencontres qui ont lieu une fois tous les 2 ans, au début de l'été, à la fin de l'année universitaire. Il y a 2 ans, c'était à Toulouse, cette année, c'était à Nice. C'est toujours vraiment passionnant. Et à cette occasion-là, eh bien, en fait, c'est l'occasion de rencontrer des africanistes qui ne sont pas des littéraires comme moi, parce que l'immense majorité des personnes qui sont là sont historiens, historiennes, géographes, économistes, politistes, sociologues, géographes, je l'ai déjà dit, historiens, historiennes, etc., donc plein de domaines différents. Et il y a aussi des spécialistes de littérature comparée, des spécialistes de littérature francophone, lusophone, etc. Donc c'est vraiment super intéressant. Et il y a des présentations d'ouvrages. Et lors d'une des présentations d'ouvrages, eh bien, Fabien Bordelès a présenté ce livre paru chez Maisonneuve et La Rose, l'histoire du rugby à Madagascar. Alors évidemment, ça m'avait intrigué, j'ai été très intéressé d'assister à sa présentation et de discuter avec Fabien Bordelès après, pendant la discussion qui a suivi, puis ensuite après en aparté, parce que je ne savais même pas qu'il y avait du rugby à Madagascar. Hein, voilà, c'est un petit peu toujours l'idée un peu eurocentrée, qu'on ne connaît jamais tout des colonies. Et donc, cette histoire du rugby à Madagascar, elle permet évidemment à Fabien Bordelès de raconter l'histoire du Madagascar colonisé, du Madagascar post-indépendance, de tout ce qui se passe en termes évidemment de liens entre le rugby et un certain nombre de rixes entre des groupes, entre des factions opposées dans le Madagascar des années 70-80, notamment à Antananarive. Et donc voilà, et donc c'est très richement illustré, il y a énormément de photos, il y a des portraits, il parle du rugby féminin, il parle de l'histoire du rugby. Bon, moi qui aime le rugby, ça m'a intéressé en tant que, évidemment, amateur de rugby. Comme je m'intéresse depuis longtemps à Madagascar et que je lis beaucoup d'écrivains malgaches, ça m'a intéressé aussi. Et puis ça a attiré aussi mon attention, et dans la foulée de ça, j'ai quand même lu un certain nombre de choses aussi à ce sujet. Ça a attiré mon attention sur quelque chose qui est un petit peu dit au passage, qui n'est pas du tout le sujet du livre, mais qui est un autre sport traditionnel malgache, et qui est, et je ne veux pas dire de bêtises, dans la lignée de la tradition du vol de zébu. Je ne vais pas y arriver. Le sport taurin malgache, voilà, donc je ne me suis pas noté le nom ni la page, et évidemment je ne vais pas y arriver. Mais enfin voilà, il y a un sport malgache qui doit s'appeler, il va s'appeler le Tolonombi, voilà, je vais y arriver, qui est une sorte en fait
qui me rappelle, moi, énormément ce qu'on appelle la course landaise dans ma région d'origine, c'est-à-dire, en fait, un sport taurin dans lequel les hommes affrontent. Il y a quelques femmes maintenant dans le sud-ouest, mais c'est généralement des hommes. Les hommes affrontent des vaches de course extrêmement rudes, en quelque sorte, en devant accomplir des figures, etc., sans aucune mise à mort de l'animal. C'est une différence fondamentale avec la corrida. C'est pour ça que j'aime beaucoup la course landaise et que j'aime pas la corrida. Je suis même un opposant farouche à la corrida. Et donc voilà, donc dans cette histoire de rugby à Madagascar, il parle en fait de cet art-là, Savika Utolonambi. Ma prononciation doit évidemment être toute pourrie. Et donc voilà, donc ça m'a permis aussi d'aller un petit peu creuser ça. Voilà, donc une lecture vraiment intéressante, Histoire du rugby à Madagascar de Fabien Bordelès aux éditions Hémisphère, en coédition avec Maisonneuve et La Rose. Je vais poursuivre avec 2 livres que je n'ai pas finis. Pourtant, il y en a. Lui, j'avais dû l'acheter d'occasion en Angleterre. Alors, c'est un roman irlandais, Winterwood, de Patrick McCabe, publié en 2006, édition de poche en 2007. J'ai acheté ça d'occasion en Angleterre. Il y a encore l'étiquette derrière, 1 euro. Ouais. Ah oui, non, c'est en euros, donc c'est en Irlande que j'ai dû l'acheter. Bon, peu importe. Donc, je l'ai acheté en Irlande il y a 2 ans, quelque chose comme ça, quand on y allait. Et au début, je trouvais ça pas mal parce que c'est bien écrit, puis l'histoire a fini par vraiment me saouler. Et donc, j'ai arrêté de le lire à la moitié, je dirais, quelque chose comme ça. Je ne pourrais pas être certain. Mais c'est pas, voilà, j'ai pas arrêté parce que c'est pas du tout un mauvais livre, hein, mais c'est juste que l'histoire et la manière d'entrer dans cette histoire-là m'a vraiment a fini par me lasser, par me laisser indifférent. Bon, c'est comme ça. La lecture, évidemment, est aussi faite de ce type de moment. Winterwood de Patrick McCabe. Ça, typiquement, les livres que je finis pas, il faut que j'aille les mettre dans des boîtes à livres parce que je vais pas les garder, ceux-là. Et idem, d'ailleurs, et celui-là, j'ai dû l'acheter aussi d'occasion. Je pense au Bibliovore, un livre de Danielle Mémoire, qui est une écrivaine que j'aime bien, en fait, lecture publique suivie d'un débat. Et celui-là, il m'est tombé des mains aussi, mais alors là, vraiment tombé des mains, hein. Pas comme le Winterwood de Patrick McCabe. C'est qu'en fait, dès le début, j'ai trouvé le principe d'écriture et le principe structurant vraiment extrêmement fatigant. C'est un texte déjà ancien de Danielle Mémoire, 1994. Bien, et c'est, voilà, enfin, c'est trop... C'est trop dans une veine expérimentale et postmoderne qui tourne en rond, qui tourne sur elle-même et qui finalement n'a d'autre objet qu'elle-même. Et moi, je suis vraiment maintenant complètement lassé au-delà de ce type d'exercice gratuit. Et ça m'a vraiment fatigué. Donc pareil, ça ira dans une boîte à livres. J'enchaîne avec... Tiens, non, je vais enchaîner d'abord avec les 2... Anamosa, lu récemment, Paysan, qui est une sortie récente, et Laïcité, qui est peut-être un petit peu plus ancien. Alors, Laïcité de Stéphanie Hennette-Vaucher, je ne vais pas en parler en détail parce que je ne veux pas faire durer indûment la vidéo, mais je ne vais pas non plus refaire tout l'article et dire à quel point toute cette collection, le mot est faible chez Anamosa, est absolument précieuse et qu'il faut vraiment lire et faire lire ces livres-là. Ce sont à chaque fois des synthèses qui ouvrent énormément de perspectives, de réflexions, mais qui surtout aussi, comme ce sont des synthèses, eh bien en fait reprennent un très grand nombre de textes spécialisés sur le sujet et permettent vraiment à la personne qui lit ces livres-là de se trouver dans une situation où on est vraiment comme si on avait lu les différents livres qui sont ici synthétisés, donc c'est super précieux. En l'occurrence, Laïcité de Stéphanie Hennette-Vaucher, je ne sais pas comment il faut dire, c'est donc publié en 2023, c'est le texte à lire et à faire lire à toutes les personnes qui doivent subir les formations à la laïcité dans l'éducation nationale. Ça fait déjà plusieurs années qu'il y a ces formations. Elles sont généralement assurées par des personnes qui en fait ne connaissent pas réellement ce qu'est la laïcité, qui proposent une interprétation biaisée, pervertie et disons-le généralement islamophobe en fait de la laïcité. C'est une laïcité de combat, c'est une laïcité, j'aurais envie de dire anticléricale, sauf qu'elle n'est pas anticléricale, elle est tournée uniquement vers certaines composantes religieuses de la société française. Donc c'est une laïcité de division, et c'est une laïcité, c'est pas seulement que c'est une laïcité de division, le problème c'est que cette laïcité de division, elle est en fait en contradiction avec les principes fondateurs de la laïcité française. Donc il faut vraiment revenir au livre de Stéphanie Hennette-Vaucher, qui est juriste, hein, qui est une professeure de droit, et donc voilà, et qui vraiment propose une synthèse
hyper précieuse. Donc voilà, Laïcité aux éditions Anamosa. Et puis aussi chez Anamosa, un des derniers parus, Paysan d'Édouard Morena. Alors Édouard Morena, c'est un politiste. Il a consacré sa thèse à la Confédération paysanne. Donc, alors à ne pas confondre avec la coordination rurale, il faut faire attention, je suis toujours obligé de réfléchir. Alors la Confédération paysanne, on la connaît depuis plus longtemps parce que le démontage du McDo de Millau ou de Rodez, je ne sais plus, par José Bové, etc., etc. La candidature de José Bové à l'élection présidentielle en 2002, je crois. Enfin bon, voilà. La Confédération paysanne, ça fait 20-25 ans qu'elle est vraiment dans le paysage syndical et même au-delà, dans le paysage social français. La coordination rurale, beaucoup plus récemment, c'est les fachos, donc on va pas aller beaucoup plus loin. Voilà, c'est des agroproductivistes, anti-système, comme ils se prétendent, entre guillemets, en fait pas du tout anti-système. Bon, voilà, ils sont très proches des partis d'extrême droite, faut vraiment pas confondre ces deux mouvements. Alors ce qui est très intéressant dans le livre d'Édouard Morena, que j'ai lu, alors j'ai corné plein de pages aussi, dedans, je vais peut-être redire juste le plan en fait du livre. Ce qui est intéressant en fait dans le livre d'Édouard Morena, c'est qu'il se termine, et je vais commencer par la fin, il se termine par une préconisation qui est celle d'arrêter d'employer le mot paysan. Alors c'est très intéressant parce qu'évidemment tout le livre part évidemment du principe de la valorisation du terme paysan qui est utilisé, qui est revendiqué, j'allais dire qui est revendiqué depuis maintenant quelques décennies, allez 2 décennies on va dire, notamment évidemment dans le nom du syndicat Confédération Paysanne, pour se réapproprier un mot qui au départ était un mot évidemment péjoratif, auquel on a substitué les termes d'agriculteur, d'exploitant agricole pour lui donner une plus grande dignité, pour donner une plus grande dignité à ce métier-là. Et évidemment le terme de paysan, il a été réapproprié afin de se reprendre avec l'idée de terre pour essayer justement de contrer les connotations productivistes, destructrices de l'environnement des termes agriculteur, exploitant agricole, il y a quand même le verbe exploiter derrière. Et donc en fait, en dépit de tout ça, et bien que les sympathies d'Édouard Morena ne soient clairement pas avec l'agroproductivisme, il finit par dire qu'il faut arrêter d'utiliser le terme paysan. Et son argument hyper convaincant, il est à la fois très surprenant, mais il est hyper convaincant, surtout parce qu'il arrive en dernière partie ou en dernier lieu, après les différents arguments et les différents points historiques et sociologiques qu'il met en avant. Alors je vous lis juste les titres des chapitres, et puis après c'est à vous d'aller le lire. Les livres de la collection Le Mot est Faible chez Anamosa, ça se lit en 1 heure, 2 heures maximum. Donc vous n'avez aucun prétexte pour pas aller les lire. Ça coûte que 9 €. Alors, voilà les titres des chapitres. L'extraordinaire banalité d'un mot. Un mot pour autrui. Altérité paysanne. Le paysan comme enjeu politique. Le désordre éternel des champs. Ça, je me souviens plus de quoi ça parle, j'avoue. Étudier le paysan évanescent. La fin des paysans, point d'interrogation. Un mot de gauche, point d'interrogation. Un mot inappropriable et inapproprié, point d'interrogation. Et donc on voit bien que les 3 derniers chapitres, vous l'avez entendu, les 3 derniers chapitres, sont à chaque fois posent une question. La fin des paysans, un mot de gauche, un mot inappropriable et inapproprié. Et c'est hyper intéressant de terminer là-dessus, c'est-à-dire qu'en fait c'est un mot, et c'est l'argument principal d'Édouard Morena, c'est que c'est un mot qui est tellement flou, qui est une telle auberge espagnole, qu'on ne peut pas le sauver en fait. On ne peut pas s'en sortir avec ce mot-là. Il gardera toujours des connotations pré-industriels qui n'ont pas de sens aujourd'hui, il conservera toujours des connotations poujadistes, quoi qu'on en fasse, etc., etc. Bon, il l'explique beaucoup mieux que ce que je viens de faire, donc allez lire Paysan. Et puis toujours dans les livres qui sont des essais, ça c'est un livre qui m'a été offert par un de mes fils, encore merci à lui, pour mon anniversaire, je l'ai lu dans la foulée, donc en novembre, Technopolis de Félix Tréguet. Technopolis, la surveillance policière à l'ère de l'intelligence artificielle. Et Félix Tréguet est venu présenter son livre à la librairie des Temps Sauvages et j'ai pas pu y aller. Et donc voilà, lire le livre compensait sans doute abondamment cette impossibilité. Donc le titre dit tout en quelque sorte. C'est un essai sur la surveillance policière à l'ère de l'intelligence artificielle. Et alors ce qui est très intéressant, c'est que Félix Tréguet, c'est un des fondateurs et animateurs de la Quadrature du Net. Je vous lis
la description brève qui en est donnée au début, un collectif dédié à la défense des droits humains face au processus d'informatisation. Et il est aussi l'auteur, ça m'intéresse, d'une contre-histoire d'Internet du XVe siècle à nos jours. Il faudra peut-être que j'aille voir ça un jour, mais le problème c'est qu'il faudrait évidemment des journées de 72 heures pour faire tout ce qu'on a envie de faire. Donc là encore, beaucoup de pages cornées que je vais laisser corner parce que j'aime bien faire ça aussi, parce que dans 4 ou 5 ans, quand je reverrai ce livre sur mes étagères, je ne me souviendrai plus très bien des arguments développés, de ce qui m'avait vraiment intéressé dedans, etc. Donc les pages cornées, c'est une sorte de raccourci, c'est-à-dire je vais relire vite fait ou reparcourir les 5 ou 6 ou 10 pages que j'ai cornées, et ça me replonge un petit peu dans le livre. Une autre solution, c'est aussi pour ça que je fais ces vidéos, je range mon bureau. J'ai déjà eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises, mais le répéter ne fait pas de mal. Ces vidéos, celles que je suis en train de tourner en ce moment, je les fais avant tout pour moi, c'est-à-dire pour avoir une sorte d'archive, de dépôt, qui me permet de revenir et me dire, ah bah oui, tiens, c'était quoi ce livre? Je vais aller réécouter les 3 ou 5 minutes que j'avais consacrées à ce texte-là, juste après l'avoir lu. Voilà, donc Technopolis, peut-être, là encore, vous lire, c'est bien pour les essais de faire ça. C'est de vous redire en fait le plan finalement, si je le retrouve, ce qui est pas dit, oui ça y est. C'est les éditions de Divergence, je ne sais jamais où est le sommaire, où est la... Enfin bon, bref. Je retrouve jamais ce que je veux dans les éditions de Divergence, mais c'est pas une critique que je formule. Hein. Ok, donc il y a 4 parties: recherche et développement du fait accompli, généalogie de la Safe City, mésusage et surviolence, la fabrique de la désinhibition. Et chacun de ces 4 chapitres, chacune de ces 4 parties, contient 3 chapitres. Et donc, partie 1, recherche et développement du fait accompli, chapitre 1, 2, 3, impression de déjà là, la recherche sous tutelle industrielle, expérimentation grandeur nature. La deuxième partie, généalogie de la Safe City, 3 chapitres à nouveau ici, l'État face à la question urbaine, l'avènement techno-sécuritaire, la Smart City est morte, vive la Safe City. La troisième partie, sur les mésusages, 3 chapitres, en patrouille, plus de science, moins de violence, taf de bâtard. Ça, je ne sais plus de quoi ça parle, c'est vrai que le titre est bien, mais le titre n'est pas hyper indicatif quand même. Mais je comprends hein, que les personnes qui travaillent en sciences humaines en aient assez d'avoir des titres toujours extrêmement sérieux, on va dire. Quatrième partie, la fabrique de la désinhibition, au bal des responsables, des garde-fous de papier, bascule néofasciste. Et donc évidemment, il se termine sur ce constat qu'au fur et à mesure de la mise en place des mesures de technopolis, on bascule de plus en plus vers des systèmes de surveillance qui, quelle que soit l'étiquette apparente ou officielle d'un gouvernement, font qu'on a un État dans l'État qui est un État néofasciste, quoi qu'il advienne. Et on sait déjà qu'actuellement, la police, elle fonctionne de manière non démocratique à l'intérieur d'un État démocratique qui a des garde-fous, mais qui sont des garde-fous qui restent en fait très superficiels et très théoriques, ce qu'il appelle des garde-fous de papier. Bien. Est-ce que je vous lis quelque chose? Je ne sais pas. Oui. Allez, je vous lis la toute fin du chapitre 12. Dans lesquels Tréguier parle de sa participation à la N2V. Alors je ne sais jamais ce que c'est la N2V, mais bon, c'est oh là là. Où est-ce qu'il va donner le nom complet? Parce que là, évidemment, à la fin du livre, il ne la cite plus que sous son sigle. La N2V, je ne sais plus ce que c'est. Mais bon... Voilà, là je vais perdre 2 heures à chercher un truc. Bon, vous chercherez. Mais bon, la N2V, globalement, c'est l'organisme où se rassemblent toutes les personnes qui, en fait, sont des parties prenantes de la technopolis. Ce ne sont pas du tout des opposants à la bascule néofasciste. Ce sont les acteurs principaux de la bascule néofasciste. Et voilà ce qu'écrit Félix Tréguier. Au fond, les nuits de la N2V sont un peu comme un confessionnal où les acteurs de la technopolis seraient venus ressasser leurs péchés pour mieux laver leur mauvaise conscience. Un moment étrange où l'aveu implicite permettrait d'entretenir le déni. Après ce bref moment de catharsis et de contrition silencieuse, chacun pourra s'en retourner à sa routine, consistant à maximiser les profits liés à l'expansion des marchés, de la surveillance et de la violence d'État.
Plutôt qu'un paradoxe, et n'en déplaise à Chouraki, le gargarisme de démocratie auquel j'ai assisté ce soir révélerait donc l'un des mécanismes par lesquels les régimes libéraux contemporains basculent, entre guillemets, à savoir la déresponsabilisation d'une partie des élites par la mise en scène de leur attachement à l'état de droit. Des représentants commerciaux aux donneurs d'ordres administratifs, en passant par les parlementaires, les hauts fonctionnaires, les juges, les ministres ou les policiers eux-mêmes, nombreux sont ceux qui, en participant à ces événements rituels, se font croire qu'ils croient encore en la démocratie. Peut-être même se convainquent-ils ainsi qu'ils peuvent faire ce qu'ils font, c'est-à-dire déployer des technologies toujours plus sophistiquées de contrôle social, tout en agissant en son nom. Tandis que l'extrême droite s'affirme de manière décomplexée partout dans le champ du pouvoir, ces processus grâce auxquels les élites libérales gèrent la dissonance cognitive induite par leur complicité objective avec la spirale autoritaire en cours, forment l'un des rouages les plus efficaces du fascisme qui vient. Et je pense que, bon voilà, c'est pas la conclusion, c'est avant la conclusion, mais c'est la fin du chapitre 12, et il y a dans ces deux paragraphes-là quelque chose de fondamental pour moi. Là, il parle de la technopolis, mais je pense que de manière générale, on peut penser ça. C'est-à-dire qu'en fait, on pourrait généraliser par exemple à la scène politique. Toutes les manières qui font que les partis dits de droite traditionnels, Horizon, les Républicains, et les partis dits centristes, mais qui sont de facto de droite, le MoDem, et je ne sais jamais comment ils s'appellent maintenant, mais les macronistes, ils changent de nom tous les 2 ans, bon, peu importe. Je ne sais plus si c'est Renaissance ou Ensemble, enfin, bon, on s'en fout de toute façon, les macronistes. À l'échelle politique, ce qui se passe en ce moment et ce qui se passe déjà depuis plusieurs années, c'est la façon dont, en fait, tous ces partis-là proposent des politiques et imposent, en fait, même des politiques, mettent en place des politiques qui sont des politiques fascistes, tout en continuant de s'inscrire de plus en plus théoriquement et de moins en moins réellement dans un discours qui est un discours démocratique. Et donc, ça veut dire qu'ils s'illusionnent eux-mêmes. Alors, il y en a certains qui savent très bien ce qu'ils font, je pense, mais ils sont dans une dissonance cognitive permanente. C'est-à-dire, à la fois s'opposant comme étant le rempart au fascisme, tout en étant, en fait, les facilitateurs du fascisme. Et ça, c'est évidemment un des sujets les plus préoccupants, pour le dire dans les mots de Tréguier que je viens de lire à la toute fin, l'un des rouages les plus efficaces du fascisme qui vient. Donc ça veut dire que on a le rouage médiatique, bon, CNews et compagnie, Valeurs Actuelles, le JDD, enfin, et puis Europe 1, enfin, on peut les multiplier. Mais on a ce rouage qui est essentiel là, et c'est évidemment très préoccupant, puisque c'est extrêmement difficile de lutter contre des facilitateurs du fascisme qui sont eux-mêmes convaincus, qui se convainquent en permanence par dissonance cognitive, d'être en fait des remparts contre le fascisme. Et quand on les analyse en profondeur, on voit bien qu'ils sont des facilitateurs du fascisme. Eux pensent qu'ils ils protègent la démocratie. Donc là, on est évidemment dans un truc qui est complètement mind-blowing et on ne sait pas très bien comment s'en sortir. Mais ça va mal finir. Hein, c'est déjà en train de mal se passer. Bon. Félix Tréguier, Technopolis. La surveillance policière à l'ère de l'intelligence artificielle, Divergence 2023, je crois. Et je vais faire une petite pause où je vais contrôler, 2024. Et je fais une petite pause pour vérifier que ça tourne toujours. Oui. Et je vérifiais aussi le temps qu'il me restait. Eh bien, il me reste quoi? Il me reste à peine 6 ou 7 minutes. Et donc, je vais parler... ouais, ben ça, je ne vais pas en parler. Donc, il y aura très vite, très prochainement, d'autres vidéos, parce que j'ai plein d'autres livres dont je veux parler, puis des livres vraiment qui m'ont beaucoup marqué, donc c'est important d'en parler. Alors je vais parler rapidement du tout dernier livre publié aux éditions Louise Bottu, c'est un recueil de poèmes, de 49 poèmes, moi j'appelle ça des poèmes, oui ça se présente comme des poèmes, donc allons-y. Singe d'Yves Carreau, alors comme presque systématiquement, il me semble, aux éditions de Louise Bottu, il n'y a pas d'indication générique, donc on ne sait pas si c'est un récit, un ensemble de textes, un essai, des poèmes, mais bon, moi je vais dire recueil de poèmes pour simplifier. Et donc Singe d'Yves Carreau, je lis la 4e de couverture, Singe en 49 stations, mais sans calvaire enfin, ici pas le moindre esclandre, avec mesure et dignité, la scène sera quittée, 49 stations, chapeautées par singe et sage, il n'invente rien. Une suite construite entre jeu et gravité. Il faut dire que, à une nuance près, du i simple au y, singe aurait pu se nommer singe et proclamer
Je maudis ma naissance, mon enfance, mes jeunes années. Je maudis la mer, le soleil, les montagnes, la lune. Je maudis mon savoir, ma quête de vérité. Je maudis l'aube, la nuit et midi. Singe, singe, et il le fait bien. Et donc, évidemment, le texte s'inscrit dans la réécriture, le décalque, quasiment impossible à déceler si on n'a pas la 4e de couverture, d'imiter singe qui aurait pu être singe. Et donc on a évidemment tout cet élément-là qui est présent. Allez, je vous lis un extrait, page 34. Singe est songeur, et il fait gris. C'est toujours quand il fait gris que singe songe. On lui a jamais dit, aussi ne le sait-il pas, mais c'est ainsi. Quant à savoir si ce sont les brumes qui rendent singe songeur, pardon. Quant à savoir si ce sont les brumes qui rendent singe songeur, ou bien si ce sont ces songeries qui fabriquent ces grisailles. Singe d'Yves Carreau, Louise Botu. Et je me rends compte que j'ai parlé de quasiment aucun livre en anglais, à part Winterwood, qu'en plus j'ai pas lu. C'était une journée très francophone, avec assez peu de traductions aussi. Bon, c'est un peu le hasard, c'est comme ça. En fait, c'est vrai aussi que les livres que je lis beaucoup en anglais, c'est beaucoup pour mon projet de sabbatique, et du coup, j'en parle pas dans les vidéos. Bon, c'est un peu n'importe quoi, pas grave. Ce livre-là, qui m'a été offert aussi pour mon anniversaire, cette fois-ci par ma sœur, Neverland, The Pleasures and Perils of Fandom, de Vanessa Kisuule. Alors, Vanessa Kisuule, c'est une journaliste, écrivaine et je crois aussi comédienne britannique, anglaise, de Bristol, qui a écrit donc cet essai au sujet en fait de, là on parlait de dissonance cognitive, de la dissonance cognitive qu'il y a à ne pas réussir à se détacher de son admiration pour un ou une artiste, d'adorer un artiste, quand bien même on continue, quand bien même on finit par savoir tout ce que cette personne a fait de mal. Et alors là, typiquement, on pourrait parler de Polanski, on pourrait parler de Depardieu, on pourrait parler d'un très grand nombre, on pourrait parler, en remontant dans le temps, du fait qu'actuellement, on continue d'avoir une très grande diffusion et mise en avant de Céline, malgré tout ce qu'on sait, évidemment, de ce qu'il a écrit et fait, d'absolument terrible en termes de crimes contre l'humanité. Et donc là, Neverland, comme le titre l'indique, part en fait de l'admiration que Vanessa Kisuule a eue depuis toute jeune enfant jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à l'âge adulte, pour Michael Jackson. Et évidemment, en dépit ou en interrogeant évidemment toutes les allégations de pédocriminalité contre Michael Jackson. Et donc, le livre parle de ça, parle de cette complexité qu'il y a à être fan ou à pouvoir se définir comme fan, ou en tout cas à se considérer soi-même comme fan, comme admiratrice, je ne sais pas très bien comment traduire le terme fan ici, de quelqu'un dont on sait qu'on ne peut pas assumer son admiration pour lui. C'est évidemment, qu'est-ce qui fait évidemment qu'on garde, qu'on reste à tout jamais profondément nourri, profondément formé par quelqu'un comme Michael Jackson, dans le cas de Vanessa Kisuule, tout en sachant qu'on ne peut pas assumer cet héritage, en quelque sorte. Et donc, c'est ça le sujet de l'essai, et c'est vraiment intéressant, et je vais quand même vous en lire. Alors, j'ai corné pas mal de pages, et j'ai pas du tout anticipé ça. Ouais, alors il y a tout le passage où elle parle de la mort de Michael Jackson, de l'échange qu'elle a avec sa mère autour de cette mort, etc. Non, mais je vais peut-être en revenir à un passage un petit peu plus théorique. On YouTube, I find a compilation that traces the moonwalk's evolution. Grainy footage of black men in zoot suits, fleet of foot and jolly of face. They perform early versions of not just the moonwalk, but so many of the moves that have become indelibly associated with Michael. The leg kicks, the turns, the soft shoe shuffles that tap dancers of the vaudeville days perfected. I watch the clips from MGM films that Michael borrowed from.
often ripping entire scenes and recreating them for his music videos. His foot sweep is Gene Kelly's, his jazz shuffle Foss's. When he dramatically falls to his knees on stage, it's with the same drama of his idol James Brown. He took entire concepts for his videos from old Rat Pack films and schlocky horror movies. Yes, Michael was a singular artist, but he was also a beady-eyed student and shrewd curator. Michael's star rose such that his influences were swallowed and muted. When something wows us, we assume we are seeing something new and original. This is bolstered by the gaps in our knowledge, the overwhelming dominance of a handful of stars, and their opacity in acknowledging their references. We don't want to know that the thing we love is borrowed or derivative. A magic trick is never as dazzling as the first time you saw it. I found myself disappointed after learning that so many of Michael's ideas were built on homages and references. Of course, this is simply how culture works. All artists wear their references, consciously or not, and it's this palimpsest of ideas that makes being an artist inherently collaborative and conversational. But this idea disrupts the romantic notion of the lone genius.